Voilà, donc la dernière fois, on a commencé en fait la syntaxe de Java, du langage Java. Et donc là, on a parlé en fait des boucles, on a travaillé avec les conditions, etc. Donc là, cette séance, la première partie, on va continuer la syntaxe, on va continuer par rapport au tableau. Et par suite, on va voir les éléments de base des classes et des objets et l'instanciation des objets et des références par suite. Voilà, donc on va commencer avec une chose fondamentale dans n'importe quel langage de programmation, c'est la notion des tableaux. D'accord? Et donc là, en Java, vous connaissez déjà les tableaux. Donc là, les tableaux, c'est un moyen pour stocker en fait des données, d'accord, d'une manière ordonnée, si vous voulez. Normalement, on a beaucoup d'informations et les informations, on souhaite les enregistrer en fait dans une structure pour pouvoir accéder à cette structure normalement d'une manière facile. Et donc là, normalement les tableaux, ça sert à stocker des éléments, des données. Voilà, les données en fait sont, puisque Java c'est un langage qui, on a dit l'autre fois, c'est un langage qui est typé. Donc ça veut dire que chaque déclaration devrait être normalement portée sur un type bien spécifique, un entier, un réel, etc. Donc là, ce qui nous impose en fait dans les tableaux de déclarer le type. Ça veut dire que lorsque je veux travailler avec par exemple un tableau des entiers, je devrais normalement déclarer avec int, on a deux crochets, d'accord? Et en fait, vous avez le nom de ce tableau-là. Sachant que maintenant, dans le tableau nombre, on va stocker uniquement et exclusivement des entiers. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mélanger entre plusieurs entiers. Et il y en a des langages, soi-disant non typés, qui tolèrent ça. Par exemple, si vous prenez JavaScript, si vous prenez PHP, ce sont des langages qui ne sont pas typés. Et du coup, lorsque je déclare un tableau dans de tels langages, je ne suis pas obligé en fait de mettre le même type dans le tableau. D'accord? Au contraire, en Java, on devrait stocker le même type. C'est-à-dire, si je veux un tableau des entiers, je ne peux stocker que des entiers dans ce tableau-là. Je ne peux pas stocker un mélange entre entiers, caractères, chaîne de caractères, etc. C'est bon pour ça? Et donc là, ici, vous avez la déclaration. Ça, c'est une déclaration, ce n'est pas une instantiation. On vient de déclarer. Ça, c'est une déclaration. Vous avez une autre déclaration, string. Ici, vous avez deux crochets. Deux crochets, ça va signifier quoi en fait? Deux dimensions. C'est-à-dire là, on est en train de travailler sur des matrices. D'accord? On est en train de travailler sur des matrices. Et donc, étiquette, c'est une matrice à deux dimensions. D'accord? Et bien sûr, je ne peux stocker que des chaînes de caractères dedans, parce que je l'ai déclaré en tant que string, en tant que chaîne de caractères. D'accord? Voilà, maintenant pour la création. Ça, c'est une déclaration qu'on a. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est une déclaration. Et tout à l'heure, on va distinguer entre déclaration et création. Bon, la création, lorsque je crée, donc là, je prends le premier exemple, int, deux crochets nombre. Et donc là, après la déclaration, ça c'est une déclaration, après, il faut créer en mémoire l'objet du tableau, le corps du tableau. Et donc là, pour le créer, vous avez ici, on va faire new int de 10. New int de 10. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Qu'est-ce qu'on fait? On fixe la taille. On fixe la taille. Ça, c'est parmi, en fait, les choses, c'est parmi les exigences, si vous voulez, du langage Java. Il y en a d'autres langages qui ne demandent pas, a priori, de fixer la taille des tableaux. Donc, vous pouvez avoir un tableau, et tant que vous stockez les données, vous faites l'extension de ce tableau-là. Mais Java, normalement, c'est un langage qui vous impose, d'accord, à fixer la taille de votre tableau. Donc, ici, on déclare 10, ça veut dire que les éléments qui se trouvent dans ce tableau-là sont entre 0 et 9. Je ne peux pas mettre, par exemple, nombre de 11, nombre de 10. D'accord? Donc là, ça va générer une erreur d'exécution. Ça va générer une erreur d'exécution. Voilà, donc là, c'est la même chose. Ici, vous avez étiquette est égal à new string.
Donc ici, on déclare la première dimension et ici, on déclare la deuxième dimension. 3, 5, vous avez deux dimensions, c'est une matrice. D'accord? Ben, on peut faire une déclaration c'est-à-dire on peut faire une création à la volée, si vous voulez dire. À la volée, ça veut dire que le moment du compilation, ça va créer automatiquement le nombre des cellules que vous allez stocker dans le tableau. Donc, regardez bien ici dans le troisième exemple. Vous avez int, 2 crochets, prime, est égal. Je mets entre, pas des crochets, mais des accolades. Hein, les éléments du tableau. Combien d'éléments on a en fait? On a en fait 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, ici, donc normalement, elle va évaluer cette expression, 7 plus 4. Elle va l'évaluer et la remplacer par la valeur. Donc finalement, vous auriez 6 en tant que taille de votre tableau. Ça, c'est une déclaration à la volée. C'est-à-dire, au moment de la compilation, hein, la déclaration de la taille de tableau sera prise en considération. Vous voyez? Donc là, soit on a deux manières pour faire. Tout à l'heure, on va faire un exercice pour comprendre ça. On a deux manières à faire. Soit je donne explicitement la taille du tableau en faisant normalement new, int et je fixe la taille. Soit que je donne à la volée. Ça veut dire, à la volée, ça veut dire c'est-à-dire en compilant le programme, elle va explicitement allouer la mémoire par le nombre de tailles que vous avez ici dans cette liste-là. Ça veut dire ici, par exemple, c'est comme si vous avez fait d'une manière explicite int prime est égal à quoi? Est égal à new int de quoi? De 6. Plutôt de 7. De 6. Voilà, c'est ça. De 6. De 0 jusqu'à 5. D'accord? C'est comme si vous avez fait ça. Et de temps plus, vous faites prime de 0 est égal à 1, prime de 1 est égal à 2, prime de 3 est égal à 5, etc. C'est-à-dire là, vous faites la déclaration et la création et l'initialisation à la fois. Donc, on fait 3 tâches en même temps. Lorsque je fais cette expression comme ça, cette expression littérale comme ça, donc je fais la déclaration. La déclaration, c'est ça, c'est int de prime. Et je fais la création, c'est comme si je vais instancier avec le new. Et je fais l'affectation, ou bien l'initialisation. Ça veut dire que chaque cellule de tableau, je l'affecte une valeur. Chaque cellule, je l'affecte une valeur. Donc là, c'est comme si on va faire 3 tâches en même temps. Est-ce que c'est bon? C'est compris? Voilà, donc là, bien sûr, donc là, comme je disais tout à l'heure, les cases, elles commencent avec la première indice, c'est 0. D'accord? Et donc là, on va faire nombre de 0, toujours entre crochets, est égal à 4. Et bien sûr, je peux faire une boucle. Mais faites attention, s'il vous plaît. Lorsque ici, je fais la boucle, comment je peux deviner la taille du tableau? C'est à travers la propriété length. La propriété length. Mais il ne faut pas confondre avec le length de chaîne de caractères. Ici, vous avez par exemple, lorsque je manipule les arrays, c'est le tableau. D'accord? On a la propriété length, mais sans parenthèse. C'est bon? Mais lorsque je manipule une chaîne de caractères, parce que une chaîne de caractères, c'est quoi? Vous pouvez la voir comme étant un tableau des caractères. C'est une chaîne. Lorsque je parle bonjour, vous avez, c'est une chaîne de caractères. B-O-N-J-O-U-R. Donc, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Je peux parcourir caractère par caractère. D'accord? Donc là, je vais rapidement, donc, en parallèle. S'il vous plaît, donc, en parallèle, on va faire, donc, on va travailler avec Eclipse. Et donc là, comme je disais, donc là, on va basculer avec Eclipse maintenant. Vous comprenez le principe. Donc, vous savez maintenant que lorsque j'écris un code en Java, on passe par le bytecode. C'est-à-dire là, on passe par la commande javac pour générer le bytecode. Et par suite, on va exécuter le bytecode. C'est ça ce qu'on a fait. D'accord? Donc là, ce que nous avons fait jusqu'à présent, d'accord, c'est en fait, c'est ce qu'il faut comprendre.
C'est-à-dire là, lorsque je ne peux pas exécuter directement le code Java. Si j'avais commencé avec Eclipse, tout à l'heure, on va écrire notre code. Je vais cliquer sur exécuter. Elle va donc directement lancer l'exécution. Vous allez croire qu'il y a une seule commande qui va être lancée. Alors que, d'une manière explicite, vous connaissez maintenant, il y a deux commandes qui devraient être normalement lancées. C'est tout d'abord le JavaC pour compiler, pour lancer le bytecode, et après le Java pour exécuter ce bytecode. Donc ça, c'est absolument intéressant à le comprendre parce que finalement, l'objectif du langage Java, c'est la portabilité. Ça veut dire que je veux générer un code qui sera portable. Je peux l'exécuter sur n'importe quelle machine. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif de Java. D'accord? Ils ont pensé à ça. C'est-à-dire là, voilà, donc à un certain moment, on a beaucoup d'appareils, beaucoup de devices sur lesquels on peut exécuter. Je peux l'exécuter sur le téléphone Android, je peux l'exécuter sur Windows, Macintosh, Linux. Donc il y a plusieurs appareils, plusieurs systèmes d'exploitation. D'accord? Et donc c'est pour cela qu'il faut générer tout d'abord le bytecode. Donc lorsque vous installez Eclipse, lorsque j'installe, donc je répète, pour installer Eclipse, je vais aller vers le site officiel. Donc là, je vais aller vers Google. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore fait. Donc là, je tape Eclipse, l'IDE. Bon, ici, a priori, ça va vous ramener donc là vers le site officiel de Eclipse, www.eclipse.org. Et donc là, je clique là-dessus. D'accord? Donc là, je devrais télécharger la dernière version. Vous le voyez ici, Get Eclipse IDE. Bon, l'IDE, normalement, c'est un environnement de développement. D'accord? Donc là, 2020. Donc ça, c'est la dernière version. Vous pouvez la télécharger. Ça travaille sur les systèmes d'exploitation. Donc là, lorsque vous voyez x86, ce sont les systèmes d'exploitation qui travaillent sur 32 bits et sur 64 bits. Donc ça travaille sur les deux types de systèmes d'exploitation. Donc là, vous téléchargez Eclipse. Ça, c'est la première étape. Après, donc là, a priori, on a déjà téléchargé le GDK. On a travaillé avec les dernières séances, on a travaillé avec la dernière version de GDK. Maintenant, je vais juste lier mon Eclipse avec la dernière version de GDK. Donc, si ça se passe normalement pas automatiquement, je devrais le faire manuellement. Donc ici, je vais aller vers Windows, Préférences. Windows, Préférences. Bon, là, je suis en train maintenant de faire quoi? De faire la liaison entre Eclipse, voilà, c'est le IDE, c'est l'environnement de développement, le IDE, d'accord, et le GDK. Donc là, je vais aller vers Java, et là, je vais aller vers Install GRE. GRE, c'est Java Runtime Environment. Java Runtime Environment. Donc là, je clique là-dessus, et bien sûr, je vais mettre Add, et je vais chercher, bon, suivant, Next, je vais chercher où se trouve mon GDK. Voilà, donc là, je vais aller, a priori, le GDK, vous allez le trouver sur le disque dur, l'unité de disque dur C. D'accord? Normalement, vous allez vers Programme, Java. D'accord? Donc là, vous allez trouver votre GDK, la dernière version installée. Vous allez vers Bin et sélectionnez le dossier. Voilà. D'accord? Lorsque vous faites ça, vous cliquez sur Finish et ça va s'ajouter. Je ne sais pas si vous avez fait donc cette étape-là. Vous n'avez pas encore lié. D'accord? Je répète s'il vous plaît. Je répète. Donc là, vous faites Windows, Préférences et vous allez vers Java. Windows, Préférences, Java, Install GRE. Install GRE, Add, et vous mentionnez où se trouve votre GDK. C'est bon? Donc, on va voir la configuration par suite. Je vais vous donner tout à l'heure un exercice
D'accord? Donc, à ce moment-là, je vais vous guider. Bon, supposons que la configuration est faite maintenant. Maintenant, on va créer donc là un projet. New, donc là, Java Project. Je vais créer un projet, par exemple, cours. Je mets next, finish. Bon, essayez s'il vous plaît juste de suivre. Tout à l'heure, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner donc là un exemple. Voilà. Voilà, donc là, je vais enlever ce module-là. J'ai rien à foutre avec. Voilà. Maintenant, une fois que je crée le projet, s'il vous plaît, une fois que je crée le projet, ça c'est un projet, c'est comme si vous avez créé un dossier dans lequel vous allez stocker vos fichiers, vos classes Java. D'accord? Les choses qu'on a fait les dernières séances. Donc là, on crée un dossier et par suite, on va générer avec un éditeur de texte un code et je l'installe avec format, avec extension .java. C'est ça? Donc maintenant, je crée le projet. En fait, le code ou bien les classes, je vais les mettre dans le source src. Donc ici, je clique bouton droit, new, et là, je lance classe. Voilà, donc là, je vais commencer la classe test. Donc attention, s'il vous plaît, test, c'est T majuscule. On a vu ça la dernière séance. On a dit que par convention, hein, la première lettre de la classe, ça commence avec une majuscule. D'accord? Voilà, donc là, je peux déclarer, donc là, ici, un paquet. Je vais le mettre dans exemple, par exemple, des exemples avec S. Et bien, ici, donc là, c'est ça l'avantage d'utiliser un IDE, c'est qu'il facilite la tâche. Maintenant, pour créer la fonction main, on ne va pas la créer manuellement. Donc, juste, je vais cocher public static void main. Je la coche. Et le IDE, elle va la créer à votre place. Vous voyez, donc là, la fonction. D'accord? Donc là, elle est créée d'une manière automatique. Maintenant, on va faire la différence entre une chaîne de caractères et un tableau. Donc là, ici, par exemple, je vais déclarer une chaîne de caractères. String text1 est égal, je vais mettre bonjour. Regardez bien l'exemple, s'il vous plaît. Donc ça, c'est quoi? Text1. Est-ce que vous arrivez à voir, ou bien je dois agrandir la taille? Hein? C'est visible. Voilà, donc là, vous avez string, text1 est égal à bonjour. Si je veux, par exemple, afficher caractère par caractère, je devrais faire une boucle. Donc là, la boucle, on a vu la dernière fois, c'est for int I est égal à 0. I est inférieur à quoi? Voilà, text1.length. Mais length, c'est différent maintenant. C'est avec des parenthèses. Parce que c'est une propriété, ou bien c'est une méthode de la classe string. D'accord? C'est une méthode de la classe string. Donc, I++, voilà. Maintenant, je vais mettre system.out.println, je vais mettre text1.charAt de I. CharAt de I, c'est comme si vous faites, parce que ça, c'est pour ne pas confondre les chaînes de caractères avec les tableaux. D'accord? Donc là, on est en train de manipuler une chaîne de caractères. Donc c'est grâce à la méthode charAt. Donc je ne mets pas text1 entre crochets. Si je mets entre crochets, hein, les gens vont confondre entre une chaîne de caractères et un tableau. D'accord? Donc si je fais maintenant l'exécution, donc là je peux exécuter avec run. Ici vous avez donc là une commande dans la barre de type. Vous pouvez aller vers run as. Bon, c'est la même chose. D'accord? Donc là, normalement, je lance l'exécution. Vous voyez bien déjà l'exécution? Voilà, donc je vais essayer d'agrandir. Voilà, donc là, vous voyez les caractères, donc un après un.
Donc là, vous avez, donc là, on est dans une boucle. D'accord? Ben, finalement, juste pour voir, donc ça, c'est, par exemple, je vais dire le caractère numéro 1. Par exemple, le caractère numéro, donc là, c'est une chaîne de caractères. Je concatène avec le plus, c'est ça? Ce qu'on a vu. Donc là, je concatène avec le plus. Donc là, quel est le numéro? C'est, je disais i plus 1, c'est mieux. Pourquoi on a mis i plus 1? C'est pour commencer avec le 1. Donc, caractère numéro 1, caractère numéro 2. Mais regardez bien, l'expression, je l'ai mis entre parenthèses pour ne pas confondre la concaténation avec une expression. Donc ça, c'est à calculer. I plus 1, c'est à calculer. D'accord? Donc c'est une expression. Donc là, je lance. Donc il me demande d'enregistrer. Voilà, donc je disais tout le temps. Voilà, vous voyez. Hein? Le caractère 1, donc là je peux laisser un petit espace ici. Plus, vous voyez, c'est une concaténation. Voilà. Donc là, juste pour vous montrer que nous sommes dans une boucle. OK? Le caractère 1, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 7. Maintenant, si je déclare un tableau des caractères, comment je vais le déclarer? Donc ici, voilà, donc caractère c'est char, et j'ai mis entre crochets pour dire que c'est un tableau. Donc là, je mettais texte 2. Ça, c'est un tableau des caractères. Ça, c'est un tableau des caractères. Si je mettais string, c'est un tableau des chaînes de caractères. D'accord? Ça, c'est un tableau maintenant de caractères. Ici, je peux mettre la création et l'initialisation à la volée. Je peux mettre, par exemple, A, B et C. Voilà. Regardez bien. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de créer un tableau, déclarer un tableau. Ça, c'est une déclaration. Ça, c'est la déclaration. Et ça, c'est l'initialisation, la création et l'initialisation de votre tableau. Maintenant, votre tableau contient combien de caractères? 3. Bon, si je veux faire une boucle, qu'est-ce que je vais faire? For int, je mettais g est égal à 0, g inférieur à texte 2. Maintenant, la différence, c'est que length, c'est sans les parenthèses. C'est ça ce que je veux normalement vous transmettre comme message. Parce que maintenant, ça, c'est un tableau. Quoique, c'est un tableau des caractères, mais c'est un tableau qui est différent par rapport au autre tableau. Donc là, je mettais maintenant G++, et je vais mettre, voilà, donc la même structure ici. Voilà, le caractère numéro, donc au lieu de I, je vais mettre maintenant J. C'est quoi? En fait, c'est texte 2. De quoi? Donc, entre crochets, ça c'est un tableau maintenant. Entre crochets de J. Est-ce que c'est bon? Hein? Entre crochets de J. Donc là, j'enregistre. On a un problème. On a un mu ici. Voilà. Je lance. Voilà. Alors, vous voyez bien, vous avez ici le caractère numéro jusqu'à 7. Bonjour. Après, vous avez le caractère 1, c'est A, B et C. C'est bon? Il n'y a pas de question sur ça. Donc là, vous faites maintenant la différence entre chaîne de caractères et un tableau des caractères. Un tableau. D'accord? Donc un tableau, length, c'est une propriété. Une chaîne de caractères, length, c'est une méthode. D'accord? C'est une méthode. Maintenant, ce que je vais vous demander à faire, un exemple. Donc là, ça c'est un exemple à réaliser maintenant. Donc, vous allez écrire un programme Java, on va utiliser Eclipse, d'accord, qui va permettre de calculer le nombre de voyelles dans un texte. Le nombre de voyelles dans un texte. La dernière séance, on a utilisé les arguments.
Tout à l'heure, on a mis run, donc il n'y a pas un moyen pour fournir les arguments. Il est demandé maintenant de calculer les voyelles d'un texte qui est passé en argument. Donc là, pour le faire, s'il vous plaît, pour le faire, on ne va pas taper directement sur cet outil-là, mais on va aller vers run configuration. Run configuration. C'est dans run configuration que je vais passer les arguments. Vous voyez ici argument. Hein? Donc là, ici, je passe, par exemple, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est un argument. Maintenant, si je tape run, automatiquement, il va lancer le programme tout en fournissant l'argument. C'est bon? Donc là, la dernière séance, lorsque nous avons utilisé la commande Java pour lancer le programme, je mettais Java juste à côté, le nom de la classe, et juste à côté, vous fournissez les arguments. D'accord? Maintenant, on n'a pas le moyen de le faire directement à travers cette commande-là, parce que si je la lance, automatiquement, c'est comme si je lance le programme sans argument. D'accord? Si vous voulez lancer avec argument, vous allez vers run configuration, et vous allez vers argument pour donner les arguments. C'est bon? Maintenant, ce qui est demandé, lorsque vous allez à donner cette expression-là, bonjour par exemple, tout le monde, automatiquement, elle va calculer combien de voyelles vous avez dans en fait, cette chaîne de caractères. D'accord? Donc là, pour vous guider, donc les étapes qu'on va faire, donc on va initialiser un tableau de voyelles. A, E, I, O, U, Y. D'accord? On va initialiser ce tableau. Tout à l'heure, on a vu comment créer et initialiser un tableau. Par suite, on va réaliser une fonction test, ou bien ce qu'on appelle, on peut l'appeler, voilà, donc isVoyelle. Voilà. On va créer donc là cette fonction isVoyelle. Qu'est-ce qu'il va faire cette fonction-là? Lorsque je la donne un caractère, elle va tester. Elle va soit retourner true, soit false. Donc si c'est un voyelle, elle va retourner true. Si c'est normalement un consonne, elle va vous retourner false. D'accord? Et dans la fonction main, vous allez normalement faire une boucle sur les caractères que vous allez passer en argument. Comme on a vu tout à l'heure, l'argument, vous allez extraire l'argument. L'argument, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères, d'accord? Dans laquelle vous allez compter, hein? Donc là, vous allez créer un compteur qui va compter combien de voyelles vous avez dans cette chaîne de caractères. Et bien sûr, pour savoir si ce caractère-là est un voyelle ou non, on devrait le tester à travers la fonction isVoyelle. D'accord? Si elle retourne true, elle va incrémenter le contour, sinon elle ne va pas incrémenter le contour. C'est bon? D'accord? Donc là, je vais vous laisser, donc là, je vais vous donner 5 minutes pour penser à l'exercice avant qu'on le fasse ensemble. Mais pour ceux qui nous suivent à distance, donc là, vous allez normalement travailler avec nous en parallèle. D'accord. D'accord, merci. D'accord. Voilà, donc s'il vous plaît, juste pour avancer un petit peu, on va essayer d'aller rapidement, on va essayer de faire ensemble l'exercice. D'accord? Donc l'exercice, comme il était normalement décortiqué dans les étapes, vous avez en fait 3 étapes. La première étape, je vais déclarer un tableau de voyelles. Donc là, je vais commencer par ça. Je vais commencer par, donc je disais ici par exemple, dans le test ici, ça c'est la fonction. Donc, je répète, donc là ici, un tableau, en fait, comment on a défini la classe? La dernière séance, comment on a défini la classe? La classe, elle est définie par l'entête c'est ça. Par suite, vous avez les attributs et vous avez les méthodes. Donc, ce sont les 3 compartiments que vous avez dans la classe.
Donc ici, pour nous, les attributs, c'est quoi? L'attribut, c'est le tableau des voyelles. Donc ici, je peux mettre... je vais supprimer tout ça. Voilà, donc je vais garder que le main. Donc je vais mettre private. Private, s'il vous plaît. Donc là, je vais essayer d'agrandir un petit peu la taille. Voilà. Donc ici, vous avez, qu'est-ce que vous avez faire? On va déclarer un tableau. Hein? On sait bien maintenant les caractères. C'est quoi les caractères qui représentent les voyelles? Vous avez le A, E, I, O, U, Y. Vous avez 6 caractères, on les connaît. Donc je peux utiliser l'expression littérale qu'on a vue tout à l'heure. Donc je peux utiliser private, char, pour dire que c'est voyelle. Donc là, je mets des crochets. Ça, c'est le type. Ça, c'est un tableau des caractères. C'est quoi? On va le nommer voyelle. Essayez de donner toujours des noms significatifs à vos variables. N'essayez pas à chaque fois de mettre T, tab, etc. Donc, essayez de donner des noms significatifs. Comme ça, lorsque vous allez programmer, par suite, vous allez rencontrer la variable, vous allez comprendre la sémantique de cette variable. Donc, private, char, entre crochets, voyelle, c'est quoi ce tableau-là? Donc là, j'ai le droit de mettre new, char, de 6. Ça, c'est la première solution. Mais, je devrais mettre voyelle de 0 est égal à quoi? Est égal à 1. Voyelle de 1 est égal à E, ainsi de suite. Ça, c'est lourd un peu. Donc là, je peux faire rapidement. Donc là, je peux mettre ici des accolades. Et je vais mettre A, E, I, O, U, finalement Y. Bon, vous voyez, ça c'est plus simple. Donc ici, on a déclaré, on a alloué la mémoire et on a initialisé en même temps. D'accord? Voilà, donc ça c'est pour le tableau. La deuxième étape, c'était quoi? La deuxième étape, c'est réaliser la fonction isVoyelle qui va tester un caractère. Si ce caractère-là est un voyelle ou non. Bon, les voyelles, maintenant, on les connaît. Les voyelles, ce sont dans le tableau. Donc ici, je vais réaliser une fonction. Regardez bien, je le fais en dehors de la fonction voidMain. La fonction voidMain, on l'a définie la dernière fois, c'est une fonction clé. C'est là où commence l'exécution de votre programme. Donc là, on commence l'exécution du programme à partir de la fonction main. Donc ici, je vais lancer public. C'est quoi la fonction? C'est isVoyelle. Rappelez-vous, les fonctions, les méthodes, je commence les méthodes par minuscule et après, chaque mot, c'est en majuscule. Ça, c'est convention. Ça, c'est la convention. Donc, pour les classes, toujours, on commence par majuscule. Pour les variables, il n'y a pas de variables avec les majuscules. Tout en minuscule. Pour maintenant les fonctions, on utilise la première caractère, c'est en minuscule. Le reste, c'est à chaque mot que je vais concaténer, je vais utiliser la majuscule. Bon, bien sûr, donc là, isVoyelle, qu'est-ce qu'il va faire cette fonction-là? Elle va tester si ce caractère-là est un voyelle. Donc là, elle va retourner soit true, false. True, false, on a dit, c'est boolean. Donc là, char caractère C. D'accord? Bien sûr, on a dit que cette fonction-là va retourner un boolean. C'est bon? Déjà, vous voyez ici, vous avez une erreur de compilation. Elle est soulignée en rouge parce que elle attend le return. Elle attend le return. Donc, une fois que je mets return, false par exemple, il n'y a pas normalement ce trait-là. C'est bon? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez le caractère
et vous voulez le tester si c'est un voyelle ou non. Donc là, pour qu'il soit un voyelle, il faut qu'il soit l'un de ces caractères-là de votre tableau. Donc déjà, je peux faire une boucle for int i est égal à 0, i inférieur à voyelle point length, ça c'est un attribut, i plus plus. Voilà. Donc là, je parcours le tableau. Si je le trouve, c'est-à-dire si le C, ce caractère-là que j'ai passé, est égal à voyelle de I. Regardez bien, deux signes d'égal, parce que ça c'est une égalité, ce n'est pas une affectation. Si ce caractère-là est égal à ce premier élément du tableau, donc qu'est-ce que je vais faire? Return true. Pourquoi returner true? Parce que là, je suis en train de tester si c'est un voyelle. Donc, bien sûr, si c'est un des éléments de ce tableau-là, c'est un voyelle. D'accord? Et ça va boucler. Donc, ça va boucler sur... Donc, il va comparer le caractère que vous allez passer. Il va normalement le comparer avec le A, le E, le I, le O, ainsi de suite. Maintenant, s'il sort de la boucle, ça veut dire quoi? Il sort de la boucle. Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé l'élément dans le tableau. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il l'a trouvé, bien sûr, il a dû retourner avant. Mais puisque, normalement, il a bouclé, il a sorti de la boucle, ça veut dire qu'il n'a pas trouvé dans le tableau. Donc, le caractère n'a pas trouvé. Donc là, je mets return false. Est-ce que vous avez une question sur ça? C'est bon? Bien. Maintenant, je vais aller vers la fonction main. C'est là où on commence l'exécution. C'est à partir de cette fonction-là. Donc, ce qu'on a réalisé tout à l'heure, ça ne va pas être exécuté tant que vous ne faites pas appel à la fonction is voyelle. D'accord? Donc là, l'exécution, elle commence ici, dans la fonction main. Et donc là, dans la fonction main, bien sûr, j'aurai une phrase. Bien sûr, la phrase, où est-ce que je vais la récupérer? C'est à partir de arguments. Lorsque j'exécute, je vais donner une phrase. D'accord? Et bien sûr, cette phrase-là, c'est une chaîne de caractères. String, c'est une chaîne de caractères. Donc là, je peux mettre for int j ou bien i, comme vous voulez. I est égal à 0. I inférieur à quoi? Args de 0. Là, c'est le premier argument. Et le premier argument, c'est quoi? C'est une chaîne de caractères. Alors, length, c'est entre parenthèses ou sans parenthèses? Avec parenthèses, parce que c'est une chaîne de caractères. Ce n'est pas un tableau. Faites attention. Donc ça, c'est length. Hein? Avec des parenthèses. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, arg, c'est une chaîne de caractères. D'accord? Donc, lorsque vous mettez, donc là, si vous mettez args sans rien du tout, c'est un tableau des chaînes de caractères. Si vous mettez args de 0, c'est une chaîne de caractères. Une seule chaîne de caractères. Voilà. Donc là, je mets i++. Bien sûr, maintenant, je suis dans la phrase. Je suis dans la phrase. Qu'est-ce que je devrais faire? Caractère par caractère. Je vais tester, est-ce que ce caractère-là est un voyelle? Donc là, bien sûr, j'aurai besoin, int, j'aurai besoin d'un compteur qui va compter le nombre de voyelles. Qu'est-ce que je vais dire? If is voyelle donc là, is voyelle de quoi? Quel est le caractère que je suis en train de... Args de 0. Point.
Très bien. Char art de I. Donc, si cet élément-là, donc qu'est-ce qu'il va retourner? If is voyelle, vous pouvez mettre est égal à true. Vous pouvez mettre ici est égal à true. Pardon. Vous pouvez mettre est égal à true. Vous pouvez ne pas le mettre. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites if is clashé, ça veut dire que c'est true. D'accord? Il est can, donc ça veut dire que vous testez sur normalement la propriété true. Donc là, vous pouvez mettre d'une manière explicite. Implicitement, c'est true. Donc là, c'est pas la peine de mettre. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'était plus. Donc là, je vais incrémenter le contour. C'est tout. Mais attention, is voyelle ne peut pas être appelé parce que vous avez une fonction statique. Vous avez déjà une erreur. C'est une fonction main, c'est une fonction statique. Tout à l'heure, dans la deuxième partie du cours, on va attaquer peut-être donc cette séance-là si on arrive, sinon donc là, la séance prochaine. Donc on va essayer d'attaquer c'est quoi normalement statique. Donc statique, il a une signification. Si vous avez quelque chose à l'intérieur du statique, bien sûr, is voyelle devrait être aussi déclaré statique. Donc là, je dois mettre public, statique. Voilà, vous voyez, donc il n'y a pas maintenant de problème. Mais voyelle.length, c'est aussi, doit être statique. Donc private, statique, char. C'est bon, maintenant c'est bon. C'est parfait. Donc, le tableau doit être statique, la fonction doit être statique. Pourquoi? Parce que je fais appel à ces fonctions-là dans le cadre d'une fonction statique. C'est bon? On teste. Bon, si je fais l'exécution comme ça ne va rien donner. Déjà, vous avez, ça ne va rien donner. Pourquoi? Parce que il attend le args, l'argument. Donc là, je vais aller vers run configuration, et je vais aller dans argument. Voilà, vous avez bonjour tout le monde. On l'a écrit tout à l'heure, donc bonjour tout le monde. Donc je mets run. Combien de voyelles vous avez? Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, a priori, vous attendez 8. Donc, run. Erreur existe. Voilà. Wedlash. Peut-être parce que vous n'avez pas fait la restriction d'affichage. Alors. Alors, donc ici, on devrait mettre system.out.println. Le nombre de voyelles et voilà, donc là, je concatène avec CPT. Error in... Ah, on a des erreurs, quoi. Je vais voir. Donc, l'importation de tout à l'heure. Voilà, donc, je répète, s'il vous plaît, l'exécution. Alors, argument, on doit attendre le 8. Alors, on a 3. Pourquoi 3? Tout simplement, qui peut m'interpréter pourquoi on a eu 3 alors qu'on devrait avoir 8. Et après, voilà, donc là, c'est un problème d'espace. Parce que là, le premier argument, donc les arguments, ils sont faits avec des espaces. D'accord? Donc là, il considère que bonjour, c'est le premier argument, tout, c'est le deuxième, le, c'est le troisième, monde, c'est le quatrième. Alors nous, dans la programmation, on a considéré uniquement le axe de 0. C'est-à-dire là, il va prendre que le premier mot, c'est bonjour. Il va compter combien de caractères on a. 1, 2 et 3. D'accord? Maintenant, on peut faire des guillemets comme ça.
pour considérer que ça, c'est une chaîne de caractères. Donc, run. Voilà. Donc là, le nombre de caractères, c'est... Le nombre de voyelles, pardon, c'est 8. Est-ce que vous avez des questions sur ce programme-là? Est-ce que vous avez, donc là, déjà, lorsque vous êtes chez vous, il faut refaire ça. Alors, vous ne pouvez pas apprendre la programmation sans la répétition. D'accord? Il faut le faire sans voir la vidéo. Après, donc là, vous allez comparer avec le résultat que vous allez trouver sur la vidéo que je vais générer par suite. Voilà, donc, s'il n'y a pas de questions, on va y aller vers... voilà. On va continuer donc là notre cours. Voilà, maintenant on va essayer d'attaquer les classes et les objets, des choses qui sont fondamentales. Des choses qui sont fondamentales dans la programmation orientée objet en général. D'accord? Donc jusqu'à présent, on ne voit que la syntaxe des choses. Maintenant, on va aborder les choses sérieuses. On va commencer à travailler avec les objets, beaucoup de classes, etc. Déjà, la classe, c'est quoi? La classe, vous pouvez normalement la considérer comme étant un moule. Vous connaissez le moule? Donc là, c'est un moule, d'accord? Avec lequel je peux générer autant d'objets que je veux. Par exemple, je vais créer la classe étudiant. D'accord? Étudiant. Comment je peux caractériser l'étudiant? Avec le CNE, avec le nom, le prénom, etc. CN, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. D'accord? Par suite, lorsque je crée la classe, qui est en fait un véritable moule, par suite, je peux générer des étudiants. Étudiant Mohamed, étudiant Asma, étudiant Diakarta, etc., etc. D'accord? Donc, je peux générer autant d'étudiants que je veux. Et tous les étudiants que je vais générer à partir de ce moule-là, ils ont les mêmes caractéristiques que les caractéristiques que vous avez définis dans la classe. C'est bon? Donc là, lorsque vous parlez de l'objet, hein, ce sont les objets ou bien ce sont les instances qui vont découler de la classe que vous avez créée. Vous créez la classe étudiant. Donc, lorsque vous allez générer donc là un étudiant à partir de cette classe-là, d'accord, c'est un objet. C'est un objet dans la mémoire. D'accord? La classe, c'est comme un contrat. Vous n'allez pas définir les états. L'état, vous allez le définir au niveau de l'objet. C'est-à-dire là, dans la classe, je vais définir l'attribut nom, prénom, âge, sexe, CNE, fonctionnaire, non fonctionnaire, etc., etc. Mais je ne donne pas des valeurs. C'est un contrat. Les valeurs sont données lorsque je vais instancier l'objet. D'accord? Lorsque je disais étudiant Mohamed est égal à new étudiant, Mohamed, je vais dire Mohamed.nom est égal, Mohamed.prénom est égal, .cne est égal, etc. D'accord? Alors, lorsque je définis classe, ici, donc là, vous avez le nom de la classe. Donc, vous avez deux choses, on a vu tout à l'heure. Vous avez les attributs. Tout à l'heure, on a réalisé une classe. D'accord? Classe voyelle. Hein? On avait comme attribut, c'est quoi? Le tableau des voyelles. Le tableau, ça, c'est un attribut. D'accord? Et par suite, on avait deux fonctions. Main et is voyelle. Ça, c'est deux fonctions. Les fonctions, ce sont les méthodes. Donc, dans la classe, je ne peux trouver que deux types d'informations. Soit des attributs, d'accord? Donc, les attributs, c'est là où je vais stocker les informations. Ou bien des méthodes, c'est là où on va gérer les actions qui vont être portées sur cette classe ou bien sur les objets qui vont découler de cette classe. C'est bon? Ben, par suite,
Donc ici, vous avez classe personne. Ici, vous avez string nom, int, année de naissance, public int, âge. C'est quoi les attributs dans cette classe? Donc, nom et année de naissance. Ça, ce sont des attributs. C'est là où je vais stocker des informations. D'accord? Public int, âge, c'est une méthode. Ça va retourner, par exemple, retourner parce que je sais ici, ici vous avez le int. Donc forcément, il va retourner un entier. D'accord? Donc c'est tout un calcul qui va être fait, il va retourner quelque chose. D'accord? Je ne vais pas stocker des choses, mais je vais retourner. Donc ça, c'est un comportement qui sera porté sur les objets qui vont découler par suite de cette classe. Donc une classe regroupe un ensemble d'objets. Bien sûr, tout objet qui sera instancié à partir de personne, d'accord, il appartient à cette catégorie, c'est-à-dire à personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tous les objets par suite auront comme attribut le nom, année de naissance et comme méthode H. Donc tous les objets qui vont être instanciés à partir de personnes, ils vont hériter ces propriétés-là, c'est-à-dire ces attributs et ces méthodes. Est-ce que c'est compris? D'accord? Finalement, lorsque je vais développer une application, vous auriez une classe étudiant, classe enseignant, classe salle, classe filière, classe matière, etc., etc. D'accord? Et lorsque vous allez commencer à instancier des objets à partir de ces classes-là, d'accord? Chaque objet, elle va appartenir à l'une des classes. Si vous faites étudiant E1 est égal à new étudiant. Donc E1, ça c'est un objet qui appartient à la classe étudiant. Ce n'est pas à d'autres classes. D'accord? Donc jusqu'à présent, on manipule uniquement une petite classe. Donc on donne par exemple classe test, je mets dedans le main, ça c'est pour comprendre, pour s'initier. D'accord? Mais par suite, il faut croire que vous avez un système. C'est-à-dire, vous avez plusieurs classes, pas une seule classe. D'accord? Chaque classe, ou bien chaque objet, il appartient à l'une des classes de votre système. Voilà, donc là, ça pour définir la classe, mais pour l'objet, donc si je parle de la classe, on a parlé tout à l'heure de deux choses, les attributs et les méthodes. D'accord? Donc, lorsque je parle d'objet, vous avez deux autres choses. Vous avez la référence de l'objet et le corps de l'objet. D'accord? Donc, l'objet, c'est pas la même chose que la classe. L'objet, c'est une entité qui est physique. Lorsque je déclare la classe, c'est un contrat. D'accord? Ça n'existe pas dans la mémoire. La classe, c'est un contrat. Dès que je fais l'instanciation new, ça devient un objet persistant dans la mémoire. C'est une entité dans la mémoire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? D'accord? Et donc là, lorsque je parle d'une entité dans la mémoire, vous avez une référence, c'est-à-dire une variable qui va pointer sur cet objet-là. Et vous avez l'objet en lui-même qui va contenir l'information. Donc, vous avez la référence qui va pointer sur le corps de l'objet. Donc, vous avez la référence et vous avez le corps. Donc, ici, vous avez, en fait, pour initialiser, donc là, pour instancier un objet, on va suivre cette méthode-là, qui est la déclaration de la référence, l'instanciation et la manipulation de l'objet. On va essayer de voir dans l'exemple, c'est mieux de le voir comme ça. Donc, essayons de se focaliser sur la première partie. Ça, c'est quoi? C'est une classe. Et la deuxième partie, c'est une deuxième classe. Maintenant, ce n'est pas comme les exemples qu'on a eu l'habitude de travailler avec. Donc, maintenant, on a deux classes. D'accord? On a deux classes séparées, deux fichiers séparés. D'accord? Vous avez donc
vous avez le premier fichier, c'est qui comporte public classe personne, dans lequel vous allez faire deux attributs, le nom, année de naissance, et vous avez une méthode. Une méthode, vous avez public int âge est égal quoi? Normalement, c'est return 2020, ou bien 21 maintenant, nous sommes en 21, moins année de naissance. D'accord? Il va retourner, a priori, il va retourner un entier qui représente l'âge. C'est ça? Vous avez une deuxième classe. Et cette classe-là, il comporte la méthode public static void main. Et donc, c'est cette fonction-là qui sera la première fonction invoquée lorsque vous faites l'exécution de votre programme. Pourquoi? Pourquoi cette fonction, c'est la première fonction qui sera exécutée? Tout simplement parce qu'il comporte la fonction main. La fonction main, c'est elle qui représente la clé de notre programme. C'est la clé principale. C'est à partir de ce point-là qu'on va commencer à exécuter. Donc, vous allez trouver tout un système, la gestion, par exemple, de la faculté, d'un établissement, et vous allez trouver une classe qui comporte la fonction main. C'est à partir de cette classe qu'on va lancer notre programme. D'accord? Et donc là, vous avez la classe utilisation. Ça, c'est une deuxième classe, un deuxième fichier qui comporte la fonction main. Donc, qu'est-ce que vous avez? Personne, qui? Ça, c'est quoi? Ça, c'est une déclaration. Tout à l'heure, rappelez-vous, pour les tableaux, qu'est-ce qu'on a fait? Int, entre crochets, par exemple, entier. Ça, c'est une déclaration d'un tableau. Bon, c'est la même chose. Ça, c'est une déclaration de la référence d'un objet. C'est bon? Après, je mets qui est égal à new person. Maintenant, je suis en train d'instancier. En mémoire, c'est ça, l'entité physique dans la mémoire. D'accord? Donc, l'entité physique dans la mémoire, c'est cette référence, normalement, c'est cet objet-là, qui est pointé par cette référence qui est qui. D'accord? Après, qu'est-ce que je mets? Qui point nom est égal à Ali. Qui point année de naissance est égal à 1990. D'accord? Bon, je demande ici system.out.println qui point âge. Regardez bien, je suis en train de manipuler les informations que j'ai, les attributs et la méthode. D'accord? Donc, à chaque fois, j'accède à un attribut ou bien une méthode à partir de la référence qui. Qui, point, nom. Qui, point, prénom. Mais faites attention, s'il vous plaît. Tous les attributs et les méthodes sont déclarés publics. Sinon, donc on va voir par suite comment on va manipuler. D'accord? Mais donc, faites attention ici, c'est public. Bon, par suite, vous avez qui, ça c'est la référence, qui pointe sur une entité physique qui a comme nom Ali et comme année de naissance, vous avez 1990. C'est bon? Donc, un objet, il est caractérisé par une référence qui pointe sur le corps. D'accord? En fait, c'est l'objet. Alors, prenons un deuxième exemple, s'il vous plaît. Voilà. Prenons un deuxième exemple. Ici, vous avez une classe cirque. D'accord? Et ici, vous avez une deuxième classe, mon premier programme. Vous avez deux classes. Donc, qu'est-ce que vous avez dans la classe cercle, pardon. Vous avez public double x, virgule y. Donc, x, y, ce sont des doubles. D'accord? Vous avez ici private double r. Donc, combien d'attributs on a? 3. Vous avez public cirque double r.
10, vous connaissez le mot-clé 10? Bon, 10, c'est pour, normalement, pour accéder à un attribut qui est local dans la classe. D'accord? Donc, ici, vous avez R, c'est ce R-là. D'accord? Et ce R-là qui n'est pas précédé par le mot-clé des, c'est celui-là. Donc, faites attention. Normalement, a priori, qu'est-ce qu'on devrait faire? R est égal à R. Mais ça va créer une illusion lorsque vous allez faire la compilation. Le compilateur ne va pas distinguer entre le R qui est une propriété de la classe, c'est un attribut de la classe, et R qui est passé par argument. Donc là, juste pour faciliter la compréhension pour le compilateur, donc là, on va précéder le R de la classe par des. Donc là, des.R, c'est-à-dire ce R-là qui est attribut, est égal à R. Ça, c'est le R-là, c'est le R qui est passé en argument. C'est bon? Ce n'est pas attribut. Ça, c'est qui est passé en argument. C'est ce R-là. D'accord? Et vous avez public double arien return 3,14, etc. multiplié par R, multiplié par R. Qu'est-ce qu'on fait dans cette fonction-là? Qu'est-ce qu'on fait? On est en train de calculer la surface. Très bien. Par suite, on va faire une deuxième classe qui comporte la fonction main. D'accord? Qu'est-ce qu'on a fait ici? Cercle est égal à C. Cercle est égal à... Bon, cercle C, ça veut dire ici, je suis en train de faire quoi? C'est une déclaration d'une référence. C, c'est une référence. Après, je mets C est égal à new cercle de 5. Ça veut dire, je suis en train maintenant d'instancier. Ça, c'est un objet. D'accord? Ça, c'est un objet. Ce 5-là, c'est quoi? C'est ce paramètre-là, R. Donc, ça veut dire que l'objet que je vais créer, il va y avoir R est égal à quoi? Est égal à 5. Parce que là, on a mis 10.R est égal à R. C'est-à-dire, automatiquement, on l'affecte à R de cet objet-là, on l'affecte 5. C'est bon? C.x est égal à C.y est égal à 10. Ça veut dire que je vais initialiser le x et le y à 10. Très bien. Bon, par suite, je mets system.out.println. L'aire de C, de ce cercle-là, est égal, bien sûr, c'est C.area. Voilà, donc, faites attention, s'il vous plaît. Donc, ici, je peux mettre C.x et C.y, mais je ne peux pas mettre C.r. Pourquoi? Faites attention à ça. Donc, ça, c'est privé. D'accord? Je ne peux pas mettre, c'est pour cela que je l'ai passé. Hein, ça, c'est ce qu'on va voir après. Donc, c'est un argument. Normalement, ça, c'est un constructeur. D'accord? C'est un argument qui est passé à travers le constructeur. Donc, ça, c'est un constructeur. Le constructeur, en général, c'est lui qui génère l'objet. Bon, regardez bien. Vous avez ici le nom de la classe. C'est cercle. C'est le même nom que le constructeur. Donc, automatiquement, lorsque je mets new cercle, lorsque je suis en train d'instancier, la fonction qui est appelée lors de l'instanciation, c'est le constructeur. Donc, le constructeur, c'est lui qui construit les objets. Là, tout à l'heure, on a dit que une classe, c'est quoi? C'est un moule qui va générer des objets. À chaque fois que je vais générer un objet, la première fonction qui sera appelée, c'est le constructeur. Sachez que le constructeur est là le même nom que le nom de la classe. Il n'a ni void, ni rien du tout. Il n'y a pas de type de retour. Le constructeur, il sert uniquement pour initialiser l'objet. C'est bon? Bon, vous avez ici 3.14, etc.
on a dû utiliser math.py. D'accord? Voilà, donc, est-ce que vous avez déjà des questions sur ça? Est-ce que vous avez déjà des questions? C'est bon? Donc, la référence, le corps de l'objet, hein, lorsque j'instancie, je fais appel à un constructeur. D'accord? Et le constructeur, il a le même nom que le nom de la classe. Très bien. Voilà. Les constructeurs, donc un constructeur est une façon de fabriquer une instance. Hein? Donc là, on a parlé tout à l'heure, la classe c'est un moule qui va générer des objets. Et l'objet, lorsqu'il est généré, il fait tout d'abord appel à un constructeur. C'est lui, un constructeur. Il construit l'objet. Vous voulez qu'il coule l'objet, il construit l'objet. Donc une classe peut posséder plusieurs constructeurs. Ça c'est très intéressant à savoir. Il n'y a pas un seul constructeur. Je peux faire plusieurs constructeurs. Ben, tout à l'heure, on avait X, Y et R. Je peux faire un constructeur qui va y avoir uniquement le R. Je peux faire un deuxième constructeur dans lequel je vais mentionner le X, le Y et le R. Donc les trois paramètres. Vous voyez? Donc là, un constructeur, et lorsque on va instancier l'objet, tout dépend de combien de paramètres vous allez passer. Si vous passez un seul paramètre, ça veut dire que vous êtes en train d'utiliser le constructeur avec un seul paramètre. Si vous allez passer 3 paramètres, ça veut dire que vous êtes en train de créer l'objet avec le deuxième constructeur qui possède 3 paramètres. Est-ce que vous avez compris ça? Bon, l'essentiel, c'est qu'une classe peut avoir plusieurs constructeurs. Un paramètre, 2 paramètres, 100 paramètres, 3 paramètres. D'accord? Alors, des fois, oui? Voilà, c'est ça. C'est ça, donc, c'est ça la troisième remarque. Tout à l'heure, vous allez me dire, hein, ici, tout à l'heure, on a travaillé avec un exemple dans lequel, ici, on n'avait pas de constructeur. Donc, vous avez public string, non. Public int, année de naissance. Public int. Donc, combien de constructeurs on a? 0. On n'a pas besoin, tout à l'heure, on n'avait pas besoin d'un constructeur. Pourquoi on n'avait pas besoin d'un constructeur? Parce que tous les paramètres ont été déclarés publics. Donc là, ils sont accessibles à l'extérieur. Je peux les accéder sans problème. Mais, à partir de cet exemple-là, nous avions un paramètre qui est privé. Donc ce paramètre-là, je ne peux pas accéder si je suis à l'extérieur. Mais je ne peux pas faire c.r parce que c'est privé. D'accord? Et donc, le seul moyen de le faire, c'est de le passer à travers l'argument, sinon, à travers un constructeur. Sinon, donc, on peut utiliser les getters et les setters, on va les voir donc, après. Donc là, maintenant, jusque-là, jusqu'à présent, on peut normalement initialiser le R qu'à travers le constructeur, parce qu'on a un élément privé. Bon, pour répondre à la question de votre camarade, on peut avoir 0 constructeur. Mais une classe n'a jamais 0 constructeur. En réalité, une classe n'a jamais 0 constructeur. Tout simplement parce que lorsque je mets new, hein, lorsque je veux générer un objet, automatiquement, elle doit faire appel à un constructeur. Donc, vous avez un constructeur qui s'appelle un constructeur par défaut. D'accord? C'est la machine virtuelle GVM qui va le créer à votre place. Par exemple, si vous prenez l'exemple de tout à l'heure, ici, il n'y avait pas de constructeur. Donc, qu'est-ce qui va créer la machine GVM? Avant de faire la compilation, elle va déclarer public personne, le nom de la classe, parce qu'un constructeur, il devrait porter le nom de la classe, 0 paramètre. Et c'est vide à l'intérieur. D'accord? Donc, parce que ici, on n'a pas le droit de mettre des paramètres là. Lorsque je mets qui est égal à new person, il n'y a pas de paramètre parce que le constructeur n'a pas de paramètre. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un paramètre ou bien un constructeur par défaut. Donc, sachez s'il vous plaît, chaque classe devrait
soit d'une manière explicite ou bien implicite, posséder un constructeur. Elle doit posséder un constructeur. Si vous le faites d'une manière explicite, c'est-à-dire c'est vous qui créez le constructeur, tabarakallah, c'est bien. Si vous ne le faites pas, le GVM, elle va le faire à votre place. Elle va créer un constructeur qui porte le même nom de la classe, sans paramètres et vide à l'intérieur. C'est bon? Donc, je retourne. Ça, c'est si aucun constructeur n'est déclaré par le programmeur. Donc, alors, normalement, on a la version par défaut, c'est-à-dire le nom de la classe. Il n'y a pas de paramètres. On peut y avoir plusieurs méthodes qui portent le même nom. Et ça, on va revenir lorsqu'on va voir, lorsqu'on va se développer un petit peu dans la programmation. On va voir la surcharge et la redéfinition des méthodes lorsqu'on va étudier le polymorphisme. D'accord? Donc là, une méthode comme le constructeur. Une méthode, ça peut porter le même nom plusieurs fois. Tout à l'heure, par exemple, on a réalisé is voyelle, ça c'est une méthode qui a comme paramètre un caractère. Je peux utiliser par exemple la même fonction, une autre fonction qui porte le même nom, mais avec 2 paramètres, ou bien avec 3 paramètres. Ça, c'est ce qu'on appelle la surcharge des fonctions. Ça, on va revenir, ça c'est à titre indicatif. On a parlé des constructeurs, on peut avoir plusieurs constructeurs. Alors, pour les fonctions aussi, pour les méthodes, on peut avoir plusieurs méthodes qui ont le même nom. D'accord? Dans une classe. Voilà, donc regardez bien. Donc, un exemple, là où on va faire plusieurs constructeurs. Donc, on a public, tout à l'heure, la classe cercle, public double x, y. Vous avez private double r. Ici, vous avez public circle, vous avez double r. Donc, ici, ça, c'est quoi? Cercle, ça, c'est un constructeur parce qu'il a le même nom que le nom de la classe. Mais combien de paramètres est là? Un seul paramètre. Donc, c'est double R. 10.R, ce R-là, est égal à R, c'est ce R-là. Vous avez un deuxième constructeur. Regardez bien, il porte toujours le même nom. Cercle, cercle. Public, cercle. Vous avez A, B et C. X est égal à A, Y est égal à B, R est égal à C. Regardez bien, on n'a pas utilisé le DES. On n'a pas d'ambiguïté. D'accord? Donc, on n'a pas d'ambiguïté. Donc là, le R est égal à C. Donc, on sait bien ce R-là, c'est celui-là. Le C, c'est celui-là. Si on avait ici, au lieu de C, on avait R, à ce moment-là, on a dû mettre 10.R est égal à R pour enlever l'ambiguïté. Donc, regardez bien, on a 2 constructeurs. Le premier, on a un seul paramètre. Le deuxième, vous avez 3 paramètres. Maintenant, tout dépend. Problème de connexion, je crois. Donc là, je devrais partager la connexion. Voilà, donc là, on reprend, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Donc là, ici, tout dépend, c'est-à-dire l'appel du constructeur maintenant. Quel constructeur on va utiliser lorsqu'on veut instancier la classe, ou bien lorsqu'on veut instancier l'objet, tout dépend du nombre de paramètres que vous allez passer. Donc, si vous passez un seul paramètre, ce que vous allez utiliser le premier constructeur. Si vous utilisez 3 paramètres, ce que vous allez utiliser le deuxième constructeur. Donc ici, public, classe, personne. Ici, je ne sais pas, donc là, c'était pas ça.
Donc voilà, donc ça c'est en fait, ça c'est normalement, ça c'est une classe qui ne possède pas de constructeur. D'accord? Et du coup là, normalement, on a dit que c'est le GVM qui va normalement générer un constructeur par défaut à votre place. Maintenant, vous avez, donc là, on va terminer rapidement sur ça par rapport à ça. Donc, vous avez classe cercle. Bon, on a parlé tout à l'heure, vous avez deux constructeurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer cercle C1, C2. Ça, c'est quoi? C1, C2. Ce ne sont pas des objets, attention. Ce sont des références. Des références, des pointeurs. Qui pointent sur quoi? Qui pointent sur rien jusqu'à présent. Et ils pointent sur le nul. D'accord? Ils pointent sur nul. D'accord? Donc là, si vous affichez maintenant C1, il va vous afficher nul. OK? Maintenant, je mets C1 est égal à new cercle 2.0, 3.0, 4.0. Quel constructeur je suis en train d'appeler? Le deuxième constructeur, parce qu'on a utilisé 3 paramètres. C'est bon? Donc, maintenant, C1, elle pointe sur un objet qui a comme X, Y, R. D'accord. Voilà, désolé. Maintenant, vous vous entendez? Oui, monsieur. D'accord. Alors, donc, maintenant, donc ici, on a appelé le deuxième constructeur. Lorsque vous mettez C1 est égal à new circle 2.03.040, ça veut dire que automatiquement, vous allez générer un objet qui a comme X est égal à quoi? À 2, Y 3, R 4. Vous voyez maintenant, l'objet, il est personnalisé. Il a des valeurs. Ce qu'on appelle l'état de l'objet. Il a un état. D'accord? Alors, vous mettez C2 est égal à C1. Qu'est-ce que je suis en train de manipuler maintenant? Très bien. Donc là, les références. Ça veut dire que C2, elle pointe sur l'objet C1. Donc vous avez dans la mémoire un seul objet, deux références C1 et C2, elles pointent sur le même objet. C'est bon? Très bien. Je mets C2 maintenant. On a créé le C1. Et le C2, il pointe toujours sur le même objet. Maintenant, je passe à travers C2. Si je mets C2.R est égal à C2.R moins 1, est-ce qu'il va influencer sur le premier objet créé? Oui, parce que les deux pointent sur le même objet. Soit vous passez par C1, ou bien passez par C2, vous manipulez le même objet. Est-ce que vous êtes d'accord sur ça? C'est comme si vous avez un canon avec deux clés. Vous faites découper deux clés. Moi, je peux ouvrir la porte. Même l'autre personne qui a la même clé, ou bien l'autre clé coupée, elle peut normalement ouvrir la porte. Donc, on peut les deux ouvrir la porte. Maintenant, qu'est-ce que je mets? C1 est égal à un new circle. Ben, C1, elle va pointer sur un autre objet qui va faire appel un constructeur, le premier constructeur, c'est-à-dire x nul, y nul, r est égal à 2. Donc ça, c'est un deuxième objet. Alors, C1 maintenant, il pointe sur le deuxième objet. Et C2, il pointe sur quoi? Sur le premier objet. Très bien. Vous mettez C1.x est égal à 2. Bien sûr, je vais manipuler le deuxième, parce que maintenant C1, il pointe sur le deuxième objet. Maintenant, vous mettez C2 est égal à C1. Ça veut dire même la référence, la première référence, elle va pointer sur le deuxième objet. C'est bon? Bon, C1 maintenant et C2, ils pointent sur le deuxième objet. Qu'est-ce qui va se passer par rapport au premier objet? Est-ce qu'on peut accéder à cet objet? À partir de l'instant, on ne peut pas y accéder. Parce qu'on a perdu la référence. C'est comme si vous avez perdu l'adresse.
Quelqu'un vous a donné l'adresse, quelqu'un vous a donné son adresse pour le rendre visite. Hein? Au milieu de la route, vous avez perdu l'adresse. Est-ce que vous pouvez l'atteindre? Bien sûr. Donc, c'est ce qui va se passer normalement dans la mémoire. Une fois que je perds la référence, automatiquement, l'objet est perdu. À partir de cet instant, vous avez un mécanisme en Java. Vous avez ce qu'on appelle le ramasse-miettes, ce qu'on appelle le garbage collector. Le garbage collector, le ramasse-miettes. Une fois on n'a pas de référence sur cet objet-là, donc là, un mécanisme qui vient de chercher tout objet qui n'a pas de référence. Et il va l'avaler. Donc, lorsqu'il trouve un objet qui n'a plus de référence, hein, elle va la supprimer. Il va le supprimer de la mémoire. Pourquoi? Pour ne pas encombrer de la mémoire. D'accord? Pour vider la mémoire. Est-ce que vous avez compris donc le principe? Donc, c'est ça. Donc là, tout à l'heure, donc on peut schématiser. Oui? S'il vous plaît, pouvez-vous partager l'écran, c'est vraiment quelque chose. D'accord. Donc là, je vais essayer de... On avait perdu la connexion, donc j'ai réinitialisé le tout. De toute façon, vous allez normalement, je vais publier la vidéo. Vous pouvez suivre cette toute petite partie qui reste. D'accord. D'accord, c'est Achraf. Donc, s'il vous plaît, juste pour schématiser ce que nous avons... Oui? C'est bon? Donc, pour schématiser ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Donc, vous avez, tout d'abord, lorsque on a déclaré le C1 et C2, donc là, lorsque vous mettez cercle C1, C2, on a dit qu'on vient de déclarer deux références qui pointent sur nul. Lorsque vous mettez C1 est égal à new circle, hein, vous créez donc là un objet en mémoire. Ça, c'est une entité physique dans la mémoire. Et C1, maintenant, c'est C1 qui pointe sur cet objet. Toujours C2, elle pointe sur nul. Après, qu'est-ce qu'on a fait? C2 est égal à C1. Maintenant, même le C2 maintenant, il pointe sur le premier objet. Ben après, on a décrémenté le R à partir de C2 et on a constaté que, donc tout à l'heure on avait 4, maintenant ça devient 3. C'est bon? Alors maintenant, vous allez créer C1 est égal à new circle de 2, c'est-à-dire là, on crée pour C1, on crée un deuxième objet. Donc C2, il reste toujours pointé sur le premier, mais C1, il pointe sur un nouveau objet avec 0, 0 et 2 comme rayon. Vous mettez C1.x, et bien sûr, donc là, on peut accéder à x parce que x, c'est public. On peut mettre C1.x. On ne peut pas mettre C1.r. Parce que R, c'est privé. Donc là, tout à l'heure, on peut modifier ça. Mais par suite, vous mettez C2 est égal à C1. Ça veut dire que c'est C2-là, il pointe lui aussi. Donc là, elle a pointé tout à l'heure sur C1. Maintenant, elle pointe sur le deuxième.